Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila, en espérant que tout se passe bien et que le virus continue à nous laisser un petit peu tranquilles, ce qui n'est pas vraiment le cas parce qu'il y a encore quelques cas, tous les 2 ou 3 jours, on a quelques cas de contamination que nous délivre la préfecture. La peur est toujours là et malheureusement, il va falloir vivre avec aussi et c'est pas simple. On en cause dans Causement Réunionnais. Et on en parle avec Georges Atienne. Bonsoir. Bonjour, Gismi. Oh, je me suis pas trompé sur le nom, hein. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Juste pour dire que ce virus-là est très présent encore. Très présent, je ne sais pas, il y a des courbes qui montrent qu'il y a un pic qui a été atteint et qui peut redescendre, mais on sait aussi que le virus peut muter. Quand je dis qu'il est très présent, c'est surtout dans la tête. Comment? Surtout la peur qu'on a. Ah oui, oui, effectivement, oui. Dans la tête, peur. il y a une sorte de paranoïa qui s'est installée assez durablement, je dirais, par le fait qu'à la fois ce virus est vraiment dangereux, il est très contagieux, mais il est aussi alimenté par beaucoup de rumeurs. Oui, et on va quand même rappeler que sur les chiffres donnés actuellement, sur les 452 cas il y en a 411 qui ont été guéris, qui sont rentrés chez eux. Il y a eu un cas en réanimation. Est-ce que le corps, j'allais dire, est-ce que le Réunionnais résiste mieux ou parce que il y a des choses qui ne sont pas dites et qui fait que ça se passe mieux? Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste en la matière d'épidémiologie, ni médecin, mais je sais qu'il y a beaucoup d'amalgames et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Le fait qu'on soit une île, un pays tropical avec beaucoup de chaleur peut jouer sur ce virus qui craint un peu la chaleur. Il craint aussi le froid, d'abord. Qui craint aussi le froid. Le fait que le Réunionnais est assez discipliné malgré tout, hein, il a quand même assez bien respecté les règles de confinement. Et puis le fait aussi qu'on ne sache pas vraiment analyser tous ces cas avérés, là, tous ces chiffres, et qu'il y a aussi une possible confusion avec le paludisme, avec la dengue. Avec la dengue? C'est possible. On a du mal à déterminer en fait la part d'infection qui vient de la dengue et du coronavirus. Alors, d'une façon générale, est-ce qu'on a des certitudes? On voit, j'ai vu récemment sur un blog d'une personne je crois qu'il est d'Afrique, qui disait que nous avons aussi des plantes qui jouent et apparemment le margousier. C'est possible, ça c'est... Ce qu'on appelle le nîmes également, nous, ce que les Malbars appellent le lilas. Oui, plutôt effectivement j'en ai entendu parler, c'est plutôt les herboristes, les tisaniers qui peuvent avoir un avis assez intéressant là-dessus. Bon, ce qu'on sait par ailleurs... Juste dire, pourquoi on parle du margousier? Parce que certains le comparent à la chloroquine et à la nivaquine. Il aurait les mêmes effets, les mêmes effets que la nivaquine, que la chloroquine. Et c'est pour ça que je disais que est-ce que ce climat tropical, est-ce que ça joue aussi? Oui, mais je reviens sur le margousier. Est-ce que vous pensez que les Réunionnais connaissent bien l'utilisation et la posologie? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on maîtrise. Peut-être que les tisaneurs, eux, maîtrisent les effets du margousier ou du lilas. Hein, ça dépend de quel nom on utilise. En fait, pour certains, c'est ce qu'on appelle le Nîmes. Ça s'écrit Neem. Et ça aussi, et je crois que aujourd'hui, on en fait de l'huile que certains ingurgitent. Ça aide aussi, il paraît, ça aide au corps, quoi. Ça permet de... C'est possible. Et puis, pas très loin de chez nous, comme à Madagascar, par exemple, on sait que le Covid organique. Le président malgache a fait dernièrement la publicité l'artémisia, avec l'artémisia. Donc, il utilise l'artémisia. On sait que l'artémisia est utilisée aussi en Chine, certainement en Inde, mais aussi en Afrique. Quelqu'un a trouvé un remède contre le paludisme. Là, on parle plus de Covid, mais on parle de paludisme. Et ces remèdes-là, naturels, ont fait leurs preuves. Il n'y a pas, si vous voulez, absolument comment dirais-je, d'observation ni d'essais cliniques
comme le réclament les officieux, hein, les officiels de la médecine, mais il y a quand même eu des observations dans la durée, avec des patients suffisamment en nombre pour dire que le traitement de certaines maladies, certaines épidémies sont possibles, le traitement est possible avec ces plantes-là. Alors, c'est possible. Alors, on va juste sur qu'est le Covid organique, ce qui a été présenté par le président malgache Rajoel. La question, c'est que aujourd'hui, le Sénégal, Haïti, ont demandé le médicament à Madagascar. En tout cas, eux, ils y croient, alors que des structures mondiales, internationales, demandent qu'on n'utilise pas ce produit, décrit le produit en disant que aujourd'hui, rien ne prouve que ce produit a des effets bénéfiques. Oui, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ils demandent à ce qu'il y ait des essais cliniques pour pouvoir le prouver en laboratoire, mais bon, la plupart du temps, dans ces pays-là, ils n'ont pas les moyens d'avoir un laboratoire suffisamment sophistiqué pour le faire. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces organismes-là, comme l'OMS, ou l'Institut Pasteur, ou comment dirais-je, les services de santé, le ministère de la Santé française, demandent à ce que ces remèdes-là soient validés par une équipe scientifique. La plupart du temps, ce n'est pas possible. C'est pratiquement impossible. Et quand on sait les collusions qu'il y a entre les industries pharmaceutiques et les soi-disant chercheurs, je n'analyse pas, je ne juge pas ces chercheurs-là. Ils ont leur mérite et les capacités, mais on peut se poser des questions. Mais de toute façon, les questions, on se les pose. Depuis ce que le docteur Raoult a apporté dans le débat sur l'utilisation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, on voit que derrière, les informations se contredisent, sont controversées parfois, et que parfois on a l'impression qu'on est en train de casser ce que Raoult peut proposer, on est en train de casser. Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux, mais on peut se poser la question pour savoir, on s'interroge sur tout. Aujourd'hui, on n'a plus confiance en aucune information. Oui, si vous voulez, moi je suis spécialiste en rien, mais je me documente. Donc et heureusement l'internet nous permet de nous documenter et de ne pas se fier uniquement à ce qui est dit par les grands médias. Donc quand on va chercher un peu, on va dépouiller, on va se documenter, s'informer sur internet, on peut avoir accès à un certain nombre de documents, de choses qui sont dites par des spécialistes, par d'autres personnes qui sont peut-être moins spécialistes, mais des observateurs avérés. Ce qui fait qu'on voit bien qu'il y a là une espèce de conflit ou de guerre intestinale entre ceux qui disent la vérité et les complotistes. Ceux qui dénoncent les complotistes, eux-mêmes d'ailleurs, sont souvent à la source de complots. Donc on ne sait plus trop où on en est. Il faut simplement croiser les informations, aller les chercher là où il faut, et ne pas simplement lire les grands titres dans les grands magazines. Et le paradoxe a été lorsque Donald Trump a annoncé que lui prenait de la chloroquine, alors que les laboratoires, alors que l'OMS, d'autres structures concernant la médecine dénonçaient la chloroquine, et on se demande aujourd'hui un petit peu quelle est la vérité, qui veut vraiment le bien du monde, qui est en train de se faire de l'argent. On peut se faire une idée assez rapidement, si vous voulez, sans dénoncer les uns ou les autres. Ce que raconte le docteur Raoult, ce qu'il a expérimenté, parce qu'il est quand même reconnu, c'est un grand professeur, un grand virologue mondial, au niveau mondial. Donc, ce qu'il dit, c'est que le traitement de la chloroquine ou l'hydroxychloroquine doit être appliqué au début des symptômes qui sont relevés. Pas à la fin. Alors que il y a un discours gouvernemental ou autoritaire ou officiel qui dit que on peut effectivement l'administrer, mais en fin de parcours. Vous voyez donc là, il y a une disparité entre les par contre, les discours. Si on se réfère à ce qu'a dit le professeur Raoult, c'est que lui, en l'appliquant au début, il a eu des résultats. Oui, et d'ailleurs, je vais vous dire, là, au niveau du Covid-19, le Covid-19, c'est en fait, littéralement, c'est la maladie du coronavirus 19 pour l'année 2019 parce qu'elle a été découverte en 2019. Mais ce coronavirus, comme d'autres coronavirus, il y en a 3 ou 4 qui existent et qui sont là pendant l'hiver en métropole. Ça part du simple rhume à la grippe, etc. Ce sont des virus que le monde de la santé connaît, si vous voulez.
Ce qui est aggravant, c'est par rapport à ce SARS-CoV-2, ce virus qui a muté, donc qui est apparu la première fois en mois de novembre à Wuhan, sur un marché où, soi-disant, on aurait consommé de la chauve-souris, où ce qui serait sorti, par exemple, du laboratoire P4 de Wuhan, mais tout cela n'a pas été prouvé. J'ai lu dernièrement la revue Science et Vie du mois de mai, qui dit que 4 mois après, il n'est toujours pas prouvé que le virus soit sorti du laboratoire P4 de Wuhan. Donc, les sources divergent. On a eu la réaction des sportifs militaires qui étaient à Wuhan pendant le championnat du monde. Je crois qu'il y a eu un championnat du monde à Wuhan. Championnat du monde militaire. Et ils décrivaient les symptômes qu'ils ont eus après Wuhan, comme qui correspondaient un petit peu à ce que le coronavirus provoque. Même avant, puisque oui. On sait que il y a eu 400 athlètes français militaires sur 10 000 participants dans le monde, et que parmi ces Français, il y en a une, je ne me rappelle plus le nom exactement, elle s'appelait Élodie Clouvel, une pentathlète au niveau mondial, qui a eu ces symptômes caractéristiques du coronavirus. Elle s'est déclarée, elle en a parlé. Son compagnon aussi, qui était avec elle, l'a contracté aussi. Mais en fait, il y a eu un discours très vite de la part du ministère des Armées qui a dit, écoutez, pour l'instant, on sait que l'armée est puissante, on n'en parle pas. On fera une communication officielle là-dessus. Il y a eu d'autres militaires de Suisse ou d'autres pays qui ont aussi fait la même remarque, avoir eu les mêmes symptômes. Mais tout ceci, ça a été, si vous voulez, laissé sous silence. Il y a que quelques initiés qui sont au courant. Donc, mais ceci s'est apparu avant la déclaration du virus à Wuhan. Oui. Et même mieux, avant que les Jeux commencent, la veille, le 16 novembre, il y avait déjà des soupçons. Il y a également des cas, il y a eu 1 ou 2 cas en métropole au début du mois de novembre, je crois. Oui, très possible. Mais même à Wuhan, je veux dire, avant que ça soit déclaré officiellement par le président chinois, il y a eu un cas qui a été avéré, qui ressemblait fort au coronavirus. Et cette personne-là a été hospitalisée. Oui, mais le problème, c'est que aujourd'hui, dans ce méandre d'informations, on ne voit pas, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a eu tellement d'informations qui ont été données. Est-ce que ça a été une communication volontaire pour pouvoir noyer le poisson? Mais qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui et sur quoi on peut s'appuyer pour essayer d'avoir de vraies informations ou de savoir quelle stratégie mettre en place? De vraies informations, vous n'en aurez pas, à mon avis, par la presse officielle. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut chercher, il faut fouiller, il faut analyser, il faut comprendre. Effectivement, si on s'arrête à regarder la télévision et à lire les journaux, et écouter à droite à gauche ce qui se dit du bien ou de mal, on aura du mal à se faire une idée. Mais je veux dire, après, les discours, les informations sont concordantes. Il y a beaucoup de choses, même dans le milieu médical, il y a des informations qui sont concordantes. Il y a des médecins qui témoignent. Il y a des gens, il y a des spécialistes, des virologues qui parlent. Il faut aussi les écouter, même s'ils n'ont pas ils sont pas officiellement reconnus par l'industrie pharmaceutique. Oui, mais le problème, c'est que si c'est pas reconnu par l'OMS et les différents organismes qui dépendent de l'OMS, les informations ou les méthodes ne sont pas validées. C'est là. Absolument. Et c'est là où il y a un problème. Oui. Il y a un médecin qui s'appelle le professeur Harout qui a guéri des gens du Covid-19, mais sa méthode n'est pas reconnue. Bien sûr. Et même rejetée aujourd'hui. Le dernier rapport qui sort, et c'est presque si le professeur Harout n'est pas charlatan. Un charlatan. Et c'est là où c'est effrayant, parce que on est en train de se demander, il y a quelqu'un qui guérit, mais lui il n'est pas bon. Il y a d'autres qui ne trouvent pas de solution. Il y a des hypothèses. On peut faire des tas d'hypothèses, mais une hypothèse, si elle peut tenir la route, il faut qu'il y ait des éléments
qui constitue cette hypothèse. Oui, mais il faut partir d'éléments plus ou moins factuels. Tiens, regardez, à chaque fois, l'OMS contredit les éléments. À chaque fois, les éléments sont décrédibilisés. C'est ça qui pose un problème. À tort ou à raison, je ne dis pas que l'OMS a tort, hein, mais je dis qu'à chaque fois qu'il y a une solution qui arrive, ou une solution qui est proposée, elle n'est pas bonne parce qu'elle n'est pas validée par l'OMS. Oui, mais si vous prenez le cas par exemple des médicaments qui ont été fabriqués par des laboratoires connus en France, certains médicaments ont prouvé leur nocivité. Oui. Et ils ont même été retirés du marché. Mais combien de médicaments ont été retirés, justement ? Pourquoi pour un médicament qui n'a jamais été dangereux, n'a jamais fait preuve de dangerosité, même si elle n'a pas été testée dans les laboratoires selon les protocoles demandés, pourquoi ce médicament-là serait interdit alors que c'est pas avéré, la dangerosité n'est pas avérée, alors que d'autres médicaments sont mis sur le marché, qui sont validés par les autorités et qui sont nuisibles pour la santé. C'est une question qu'on se pose, hein. Oui, non, mais ça montre bien qu'il y a d'un côté un genre d'organisation plus ou moins mêlée à l'économie, au profit, avec des lobbies pharmaceutiques, de lobbies comme ça, par exemple ceux de Melinda et Bill Gates, la fondation qui finance l'OMS, en partie, pour justement en lancer des campagnes de vaccination. Il y a quelquefois des relations de cause à effet qui sont assez évidentes. Vous ne verrez jamais un grand titre sur les journaux, Bill Gates fait de la propagande, Bill Gates veut vacciner le monde entier. Vous ne le verrez pas, ça. Vous le verrez dans des circuits courts, dans des circuits d'information un peu sous-marines. Alors, dans ce cas, comment aujourd'hui faut-il se positionner par rapport à ça ? Le virus est toujours là, il est... Si vous voulez, ça a été décrit abondamment sur le net. Hein. Ce virus-là, il est dangereux parce que à un moment donné, il va détruire, il va causer des dégâts à certains organes. Il n'attaque pas que les voies respiratoires, comme on le dit bien souvent. Ça commence par les voies respiratoires, mais à un moment donné, il va s'attaquer au système du corps humain. Il va faire dégrader, par exemple, les poumons. Il va avoir des conséquences sur le cœur, sur des gens qui sont diabétiques. Il se sert des pathologies, d'ailleurs, des personnes. Oui, ouais. Et c'est pour ça que les personnes les plus vulnérables, c'est les personnes âgées, c'est les personnes immunodéficientes, qui sont par exemple diabète de type 2 ou qui sont atteints du cancer, par exemple, qui exercent la chimiothérapie. Ces personnes-là, elles vont être beaucoup plus vulnérables. Mais elles le sont, par ailleurs, en cas de grippe saisonnière, elles le sont aussi. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une grippe, mais qui peut être dangereux si elle arrive à atteindre ses organes. À un moment donné, tout va se détériorer. Et ça va amener au décès de la personne, évidemment. Mais si on arrive à le traiter à l'avance, ou par de la chloroquine ou autre chose, ou des antibiotiques. La chloroquine, elle est associée à des antibiotiques aussi. Hein. Forcément, je pense qu'on pourra guérir de cette maladie-là. Il faut se dire aussi que quand le Covid-19 aura disparu, quand on l'aura maîtrisé, quand on aura trouvé des vaccins, etc., il y en aura d'autres. D'autres vont arriver. Et quelle va être notre réaction ? Si c'est pour gérer cette épidémie ou pandémie de manière archaïque, je dirais même peut-être laxiste, on sera toujours dans le même doute. Oui. Mais alors, dans ce cas, comment changer ça ? Changer, c'est s'informer. C'est ce qu'on essaie de faire, donner des éléments. On vient d'expliquer que s'informer, c'est plutôt... C'est plutôt la... On peut pas dire aux gens, écoutez, là, ce qu'on vous raconte, c'est faux, écoutez-moi. C'est pas possible. Mais actuellement, c'est ça. Il faut que les gens fassent l'effort d'aller chercher l'information et ne plus vivre dans le doute, qu'on leur donne dans le doute, dans la parano. C'est ça, en fait, qui fatigue. Mais ça va continuer, parce que déjà, comment on va savoir que les gens qui nous donnent de l'information sont sûrs que ce qu'ils disent, c'est la vérité, et qu'il n'y a pas une volonté de protéger telle ou telle personne ou telle institution
qui fabriquent et qui essayent de gagner de l'argent avec ce virus. Oui, tout le monde essaie de gagner de l'argent, mais quand c'est au détriment de la santé, je pense que c'est pas une bonne voie, c'est pas une bonne chose. Là, on pose. Moi, si on a 2 minutes, on peut parler aussi de la gestion du Covid-19 localement par l'ARS. Quand on a eu vent de cette épidémie, il y a certains pays de la zone ont pris des décisions assez draconiennes, drastiques, pour que les bateaux n'accostent pas. Parce que peut-être qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens pour faire face à cette épidémie, mais aussi par mesure de précaution. Donc, qu'a fait les autorités à La Réunion? Ils ont rien fait au début. On a laissé des bateaux rentrer. D'ailleurs, il est très possible que des gens, le Covid, soit rentré par certains voyageurs. Les aéroports, c'était une vraie passoire. On n'a pris aucune mesure à la hauteur du danger. Il y a eu beaucoup de malfaçons, si on peut dire, dans cet épisode-là. On a suivi les interventions de l'ARS, de la préfecture, sur les recommandations, sur les actions à mener. On a vu que certains élus ont demandé aussi à ce que ça soit pris en compte rapidement. Là, je rebondis sur le chikungunya. Le chikungunya, quand il a sévi en 2005-2006 à La Réunion, c'était un peu la même affaire. On n'a pas pris très au sérieux cette affaire-là. Les autorités françaises nationales étaient très peu au courant de ce qui se passait ici à La Réunion. Ça a été géré localement. On a vu les résultats que ça a donné. Ça a fait plus de 200 000 contaminés et plus de 200 morts sur La Réunion. On n'y est pas là avec le Covid-19. Donc on voit bien que il y a quand même une certaine légèreté du traitement de la sécurité sanitaire à La Réunion. Aujourd'hui, quelle posture les Réunionnais doivent prendre? La posture, je ne sais pas quelle posture ils doivent prendre. En tout cas, comme je disais, s'informer, se faire une idée précise de ce qui se passe, et puis analyser. On peut pas mettre un service comme l'ARS en difficulté ou en défaut si derrière on n'a pas d'argument, si on n'a pas d'argumentation. D'accord? Il faut aller chercher ces argumentations. Quand on vous dit, dernièrement, je l'ai lu dans la presse locale, que des gens à Saint-François, dans un quartier de Saint-Denis, avaient alerté les services municipaux de la ville, avaient alerté l'ARS pour leur dire qu'il y avait là une maison qui était abandonnée, qui avait une piscine avec de l'eau qui croupissait, avec plein de moustiques autour, et que ça sentait mauvais à tel point qu'ils étaient obligés de fermer leurs volets, leurs fenêtres. Quand vous voyez qu'au bout d'un mois, ni les services municipaux, ni l'ARS ne sont intervenus, on peut se poser des questions. D'accord. Georges Etienne, merci. On arrive au terme de cet échange. On aura le plaisir de vous revoir en tout cas pour d'autres discussions et peut-être pour revenir sur le Covid-19. Merci pour ces informations et pour cet éclairage. On va nous passer à autre chose.